Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on va parler de The Great American Bash de NXT qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Voilà, que moi j'ai vu lundi matin. Et du coup on va parler un peu de ce qui s'est passé durant les matchs et le match de kick-off aussi qui était ma foi plutôt sympa. Euh, dans la globalité on a eu quand même un show, je dirais bon, voire très bon par moment, mais c'est pas celui que je retiendrai dans l'année. Voilà, je trouve qu'il y a eu des meilleurs shows, d'autres qui étaient peut-être moins bons, mais plus du côté du roster principal, hein. De toute façon, en général, je trouve les shows de NXT m'intéressent un peu plus, à part Niveau et Bloodline, parce que l'histoire elle est incroyable pour la Bloodline, mais sinon, voilà. Donc, je vais commencer directement avec le match du kick-off. Donc ce premier match, il voyait s'affronter les métaphores, donc Noam Dar, Oro Mensah, Jakara Jackson et Lash Legend, contre Dragon Lee, Nathan Fraser, Yulisa Leon et Valentina Feroz. Mon pronostic allait pour les métaphores, parce que voilà, moi je voyais plus une victoire du côté de Noam Dar avant de teaser un match coupe contre coupe. Pour moi, ça me paraissait évident qu'il fallait redonner un peu de momentum à Noam Dar. Bon, c'est pas ce qui s'est passé, le match était quand même bien. Je retiens des bons moves par équipe de la part de Valentina Feroz et Yulisa Leon, notamment avec ce moment où Yulisa va prendre Valentina et l'envoie dans les cordes afin qu'elle rebondisse et dans le rebond fasse une sorte de moonsault. Bref, il y a eu plein de petits moments comme ça, je trouvais ça très très cool. J'ai noté un beau ciseau de tête de Valentina Feroz depuis la troisième corde. Jakara Jackson et Lash Legend vont souvent se positionner en bouclier contre enfin plutôt face à Nathan Fraser au Dragon Lee, mais sans pour autant les frapper. C'est juste hop là, on se met en bouclier, comme ça tu peux pas frapper Noam Dar ou Romensa. En attendant, on te frappe pas non plus. Bref. On a eu également un magnifique facebuster de Nathan Fraser en sautant dans les cordes avec Mensa. Alors, je pense que Mensa allait partir sur un moonsault ou une connerie du genre. Nathan Fraser l'a rejoint direct dans les cordes et les deux, ça a fini à moitié en facebuster pour Oro Mensa. C'était vraiment très très beau comme move. Et au final, on a la victoire de la team Fraser grâce au finisher de Dragon Lee sur Oro Mensah, tandis que Nathan Fraser s'était débarrassé de Noam Dar qui était le seul qui restait aux abords du ring. En commentaire, j'ai mis on débute avec Nathan Fraser et Noam Dar, donc les deux détenteurs de la coupe, l'un de la vraie, l'autre de la fausse, même si techniquement, effectivement, il ne l'a pas perdu lui-même. Donc voilà, je trouvais ça très intéressant qu'on débute le match entre ces deux-là, et en plus je trouve qu'ils fonctionnent très bien tous les deux. Donc le jour où on aura un match coupe contre coupe entre les deux pour déterminer le vrai détenteur de la coupe, à mon avis on aura un truc excellent parce que le peu de petits affrontements qu'il y a eu entre les deux, c'était vraiment excellent. Donc j'ai hâte de voir un match Noam Dar contre Nathan Fraser. Et j'ai noté également que le public est à fond alors que c'est juste le kick-off. Le show n'a pas commencé, que le public est déjà à fond. Donc voilà. Après j'ai noté le match 3 sur 5 parce qu'il y a eu beaucoup de belles choses, mais en soi les 4 contre 4 c'est un peu fouillis, il y a beaucoup de monde, c'est quand c'est encore comment on appelle ça, les Survivor Series, un Elimination Tag, encore c'est plutôt sympa parce que tout le monde peut avoir vraiment son moment de gloire sans s'incruster dans le ring pendant qu'il se passe un truc et tout. Euh, voilà, et en plus pour moi on n'a pas eu les bons gagnants. Je suis content que la team de Dragolier et tout, Nathan Fraser ait gagné, mais en même temps, bah pour moi, c'est pas eux qui auraient dû avoir cette victoire, mais bon, c'est comme ça, on va passer à la suite. Et par la suite, on a eu The Family contre, du coup, Tony D'Angelo et Channing Stacks Lorenzo contre Gallus, donc Mark Coffey et Wolfgang, pour les titres par équipe en opener du show. Mon pronostic c'était The Family. Bon, là c'était assez logique, hein, même s'il y a beaucoup d'équipes qui auraient pu battre Gallus et que la compagnie n'a jamais fait gagner. Donc on pouvait quand même avoir un doute.
Mais pour moi, et pour beaucoup, hein, la plupart des youtubeurs ayant également pronostiqué euh, la victoire de The Family, donc c'est que ça paraissait plus ou moins logique pour quasiment tout le monde. Du coup, j'ai noté des petites choses intéressantes, plusieurs interventions de Joe Coffey, mais qui n'aidera pas Galus à l'emporter. Magnifique Spinebuster de Tony D'Angelo, qui est très très cool. J'aimais beaucoup comment Batista ou Triple H le portaient, mais Tony D'Angelo le porte vraiment très très bien. Le public enfin, il compte les nombreux coups de poing dans l'estomac de Galus par The Family. Je trouvais ça amusant. Ça fait un peu comme les chops que met Sheamus quand les mecs ils sont coincés dans les cordes. À chaque fois, le public il compte à chaque coup. Bah là, c'est pareil, mais avec des coups de poing dans l'estomac. Je trouve ça plutôt amusant. J'ai noté également un bel enchaînement de souplex de la troisième corde d'Angelo, suivi d'un headbutt de la troisième corde de la part de Stax. C'était vraiment cool. Et grâce à une intervention de Gallus, euh, non, grâce à une intervention de Joe Coffey, Gallus va placer son finisher par équipe, mais Tony D'Angelo réussira à briser le tombé. Et ensuite, The Family va faire son finisher par équipe, je crois, sur Wolfgang pour la victoire. Donc, nouveau champion par équipe, The Family. En commentaire, j'ai mis The Family est habillé à moitié en orange, soit à moitié habillé en noir et orange. Et j'ai trouvé ça assez amusant parce que, avec le rapport Tony D'Angelo qui est sorti de prison il y a 1 ou 2 semaines, là, le fait que ce soit à moitié habillé en orange, les tenues de prison, que ce soit à moitié orange dans certaines prisons, puisque toutes les prisons ne sont pas forcément, ont pas forcément des tenues orange. Mais je veux dire, quelque chose qui marque tout de suite la couleur orange des tenues de prison. Et bah là, j'ai trouvé que la tenue était vraiment très cool. Et du coup, j'ai noté le match plutôt 3 sur 5. Parce que pour moi, le match, il mérite pas beaucoup plus. En vrai, je me suis un peu ennuyé. C'était pas aussi excitant, je trouve, que le match contre Nima et Price qu'il y a eu mardi dernier, du coup, maintenant. Voilà. Par contre, je trouve qu'on a les bons champions. Pour moi, voilà, on est passé à la bonne victoire. The Family, pour moi, c'était ceux qui devaient gagner. Ils ont gagné, donc ça, je trouve ça trop cool. Mais voilà, le match, il était bien, mais sans plus. Ensuite, en deuxième match, on a eu Roxanne Perez contre Blair Davenport dans un Weapons Wide match. Donc voilà, un match sans disqualification. Mon pronostic c'était Blair Davenport parce que pour moi elle méritait vraiment de. Enfin, c'est pas qu'elle méritait, c'est qu'elle avait besoin de gagner pour s'asseoir comme la heel la plus dominante du côté féminine. Et faut croire que NXT n'arrive pas à booker des heals ultra dominantes entre là Blair Davenport, du coup qui s'est fait défoncer la semaine dernière, la semaine dernière lors de l'épisode d'NXT dans l'épicerie. Là, elle perd contre Roxanne Perez. On a le même cas avec Cora Jade qui n'enchaîne pas énormément de victoires, hein, et notamment son dernier match de Cora c'était une défaite. Et après, j'ai pas d'idée de qui c'est qu'il y a d'autres comme il chez les femmes. À part Cora et Blair Davenport, qui sont les deux femmes il les plus travaillées, et qui du coup comptabilisent pas tant de victoires que ça. Blair comme un peu plus que Cora, mais ouais. Bref. En tout cas, le match était quand même sympa. Blair Davenport qui attendait Roxanne Perez dans le public, ça c'était plutôt cool. Alors vous allez peut-être entendre un chat parce que du coup on a une femelle chavette de la KFC qui à mon avis doit être en chaleur, donc vous allez l'entendre un peu gueuler, vous inquiétez pas pour ça. Roxanne Perez place un bon dive à l'extérieur d'un côté du ring, ensuite elle le tend de l'autre côté mais se prend une bonne poubelle dans la figure. Blair Davenport va exploser la poubelle à coups de sorte de barre en fer là. Il y a un seau dessus là, ça va être ces trucs pour marquer je ne sais quoi, une sorte de fer à marquer. Et elle va exploser la poubelle alors qu'il y a Roxanne Perez dedans. Les filles vont se servir d'une sorte de sangle pour se balancer dans une barricade chacune leur tour. Pardon, c'était hyper violent, franchement, les moves étaient très cool. Euh,
Ensuite, on a Blair qui va contrer le Pop Rocks. Alors, je crois quand même le contrer 2 fois avant d'envoyer Roxanne Perez à travers une poubelle. Roxanne va placer Blair Davenport sur une table après avoir mis un coup de genou à travers les escaliers. Et ça, c'était très intéressant parce que on avait déjà eu un match 1 contre 1 entre Roxanne Perez et Blair Davenport. Ça doit faire il y a à peu près un petit mois, je pense, environ. Euh, Blair Davenport avait gagné comme ça. Elle avait d'abord foutu un gros coup de genou dans la tête de Roxanne Perez quand elle était assise contre les escaliers métalliques. Et ensuite, elle lui avait remis 2 coups de genou dans la face dans le ring. Et du coup, j'ai trouvé ça plutôt amusant que cette fois, c'est Roxanne Perez qui lui mette ce coup de genou à travers les escaliers. Puis ensuite, elle est partie en frog splash à travers la table. Et c'était plutôt cool. Ensuite, Roxanne Perez remet Blair Davenport dans le ring. Pop Rocks à travers la pile de chaises. Comme lorsqu'elle avait battu Cora Jade lors de Halloween Havoc, si je dis pas de bêtises. Et puis pour la victoire quoi. Donc voilà, en commentaire j'ai noté que la mère et la sœur de Roxanne Perez sont dans le public et notamment Blair Davenport ne va pas hésiter à frapper Roxanne devant sa propre famille et même se moquer d'eux, les menacer et tout. Donc voilà, Blair en tout cas elle fait très très bien son travail de heel, mais pour moi ça aurait été mieux si elle avait remporté ce match. Pour moi, faire perdre Blair Davenport quand tu as besoin d'avoir des heals dominantes. Tu sais, il y a Jessie Jane, bon, Kiana James aussi, c'est vrai que plus j'y pense, plus je remarque certaines heals, mais qui sont pas encore vraiment du calibre, comme on voit là, qui sont mis très très en avant. Et du coup, c'est un peu dommage parce que même Kiana James, quand elle gagne, c'est toujours par tricherie. Et Jessie Jane, ça fait un moment qu'on l'a pas vu catcher. Bon, j'ai quand même mis 3,75 sur 5, parce que d'un côté c'était un bon match, c'était bien violent, bien intense comme on s'y attendait entre les deux femmes, mais j'ai enlevé quelques points parce que c'était surtout entre guillemets comment on pourrait dire, du combat de rue, quoi. Il y a pas eu énormément de catch, hein. J'abuse un peu quand je dis ça, mais bon, c'était plus du on utilise tel objet, on essaie de faire des trucs avec tel objet et tout, ce qui est très bien dans un match hardcore, mais c'est bien aussi qu'il y ait un peu de catch. Et puis aussi, il y a le fait que pour moi, on n'a pas la bonne gagnante. Même si j'adore Roxanne, pour moi, c'est pas elle qui aurait dû gagner. Parce que Roxanne Perez, peu importe ce qui lui arrive, elle arrive toujours à remonter dans le haut de la carte. Et alors que Blair Davenport, pour moi, il aurait dû la garder en île dominante jusqu'à ce qu'elle se soit débarrassée de toutes celles qu'elle a blessées qui seraient revenues se venger et qu'au moins une d'entre elles, ou je sais pas, tu l'as fait contre un match handicap ou contre toutes celles qu'elle a blessées, enfin je sais pas, il y a des idées de trucs à faire, mais j'ai peur que cette défaite puisse mettre à mal Blair Davenport. J'espère pas, mais honnêtement j'ai très très peur de ça. Ensuite, on a pour moi le match le moins intéressant de la soirée, celui que j'ai trouvé le moins bon. Baron Corbin contre Gable Stevenson. Mon pronostic était celui de Gable Stevenson. Et de toute façon, là, peu importe les pronostics, tout le monde avait tort. Parce que je crois que personne n'avait imaginé, du moins parmi les autres youtubeurs, ce pronostic, enfin ce résultat-là plutôt. Puisque, en résumé, en fait, j'ai mis que la fin. C'est que on a eu une double disqualification à l'extérieur. Voilà, les deux hommes continuent à se battre pendant que l'arbitre y compte et qui du coup ne reviennent pas dans le ring, donc tous les deux disqualifiés. On a Stevenson qui a envoyé une souplex sur Corbin qui va détruire la barricade. Après, ils vont continuer à se battre, ils vont même attaquer la sécurité qui essaye de les séparer. Bon, c'est sympa et tout, le match il était sympa, mais il n'y a pas vraiment de trucs marquants, il n'y a pas de trucs intéressants. Tu sens que là, tu es dans le ventre mou de l'épisode et que on te met un petit truc un peu moyen pour après essayer de remonter vers la fin du show. Mais ouais, franchement, c'était dur, hein. C'était dur à suivre. En commentaire, j'ai mis Ungle Lock porté par Stevenson. Parce que juste avant, il y avait une petite vignette pour présenter Gable Stevenson. Et justement, on le voyait en train de boire du lait ou je sais pas quoi avec Kurt Angle. Et là, le voit porter la prise de soumission de Kurt Angle. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Du coup, j'ai mis la note de 2,75 sur 5. Parce que c'était pas nul au point d'être en dessous de la moyenne. Mais c'était pas non plus
le match le plus dingue de la soirée. Ensuite, on a eu Wesley contre Mustafa Ali contre Dominic Mysterio pour le titre nord-américain. Mon pronostic, c'était Wesley. Voilà. Et du coup, en résumé, j'ai noté pas mal de petites choses intéressantes. J'ai noté Wesley et Mustafa Ali vont d'abord céder avant que l'aminosité entre les deux monte et qu'ils se battent également entre deux. J'ai noté 3 doubles souplex sur Dominique qui étaient vraiment très cool. Surtout avec les réactions de replay derrière, c'était vraiment génial. Magnifique DDT de Mustafa Ali sur Wesley après avoir été propulsé en dropkick sur Dominique dans le coin. Donc en gros, t'as Wesley qui projette Mustafa Ali dans le coin, sauf qu'au lieu de se prendre le coin comme ça arrive souvent, et ben il part en dropkick et il éjecte Dominique à l'extérieur du ring. Et ensuite, bah Wesley il vient sur lui, hop, il prend l'élan sur la deuxième corde, il fait son DDT. Le move il est magnifique, enfin tout l'enchaînement est magnifique. J'ai noté Mustafa Ali qui place une sorte de crossface sur Dominique, en même temps le Wall of Jericho sur Wesley, c'était très cool, sauf qu'il va arrêter parce qu'il se fait mordre par Dominique. Mustafa Ali va également tenter un 450 splash sur le tablier, sauf que Dominique et Wesley qui vont l'esquiver. Rhea Ripley veut empêcher Wesley de faire un dive sur Dom, mais du coup il va sauter par-dessus Rhea Ripley pour quand même réussir à atteindre Dominique. Ça c'était vraiment très très cool. Surtout qu'en plus Rhea Ripley a essayé de l'attaquer plusieurs fois à chaque fois, hop là il l'a esquivé et tout, c'était assez marrant. Ensuite on a quand même Rhea Ripley qui va choper Wesley et il va lui porter, elle va lui porter un riptail à travers la table des commentateurs qui va se briser. Ensuite, on a Dominique qui a profité d'un moment de flou pour frapper Wesley avec la ceinture World Heavyweight de Rhea Ripley. Et du coup, oui, après que. Parce que lui, du coup, il avait déjà tenté de frapper avec la ceinture nord-américain. Et pendant que l'arbitre, du coup, mettait la ceinture nord-américain à l'extérieur du ring, du coup, il a profité pour frapper Wesley avec la deuxième ceinture. Mais Wesley se relève toujours. Du coup, on a Mustafa Ali qui va dégommer Dominique, qui était sur la troisième corde, je crois, qui du coup se retrouve bloqué dans le coin. Euh, et du coup, il va placer son 450 splash sur Wesley qui réagit plus. Mais Rhea Ripley va le dégager du ring. Dominique va placer son frosh splash. Du coup, pour la victoire. Donc Dominic Mysterio conserve son titre. J'ai mis en commentaire que les réactions de Rhea Ripley étaient très drôles. Ça fait un peu penser à Paul Heyman. C'est génial, les réactions des mecs dans le coin comme ça. Et pour ce qui est de la note, j'ai mis un 4,25 sur 5 pour deux choses. Déjà, les interventions et tout, bon, voilà, c'est pas trop mon délire. Et surtout, le gros point noir de l'épisode pour moi, c'est que l'arbitre, il voit Rhea Ripley intervenir, comme il voit Rhea Ripley porter le riptail sur Wesley, et il ne fait pas de disqualification. C'est-à-dire qu'il voit clairement que Rhea Ripley, elle intervient dans le match, qu'elle attaque des gens qui participent au match. Il voit également Rhea Ripley en train de tirer Mustafa Ali qui fait le tomber à l'extérieur du ring. Mais à aucun moment l'arbitre il l'envoie au vestiaire. Et ça j'ai trouvé que c'était un petit peu nul parce que ça aurait été d'autres catcheurs dans d'autres circonstances. L'arbitre il aurait renvoyé les gens au vestiaire. Donc là j'ai trouvé que c'était un peu naze. Normalement l'arbitre il aurait dû renvoyer Rhea Ripley au vestiaire au moment du riptail, ou il aurait même dû clairement envoyer une disqualification parce que clairement c'est de la disqualification. Dominique est aidé par quelqu'un qui est dans son coin. Pour moi, il aurait dû se passer quelque chose, soit une disqualification, soit tu renvoies Rhea dans le vestiaire. Bref, c'est un peu le point noir du match, j'ai envie de dire. Ensuite, on a un match que j'ai quasiment pronostiqué parfaitement. C'est Tiffany Stratton contre Tara Hale dans un match de soumission pour le titre de NXT. Mon prono c'était Tiffany Stratton et j'ai eu bon et même quasiment sur sa victoire.
On reviendra là-dessus. J'ai bien aimé d'abord en commentaire Thea Hale. On avait déjà vu ça dans une vignette la semaine dernière, qui est repassée cette semaine, enfin pas cette semaine, mais du coup pendant ce show, où elle est un peu en mode Rocky Balboa et tout. Franchement, j'ai trouvé ça très cool. Du coup, en résumé, j'ai noté Tiffany Stratton qui se sert du poteau pour briser le dos de Thea. Tiffany qui va enchaîner les soumissions qui travaillent le dos de Thea Hale et qui l'empêchent également de se déplacer. Parce que souvent, c'est des soumissions où du coup Tiffany Stratton est au sol et soulève Thea en l'air en travaillant quand même à la fois le dos mais en l'empêchant de pouvoir se déplacer. Donc ça c'est très cool. Tiffany, à un moment, rattrape Thea dans une soumission à la volée alors que Thea Hale voulait faire une Sunton comme elle fait quand elle se lance dans les cordes en arrière. C'était trop bien. On a Tiffany Stratton qui va placer son moonsault sur le dos de Thea Hale avant de placer le Wolf of Jericho. Voilà. Et Tiffany Stratton en plus va de temps en temps même s'asseoir sur le dos de Thea Hale. Et sur la fin, elle va carrément poser son genou sur le dos de Thea Hale et va soulever les jambes pour bien torsionner Thea Hale, qui en soi a eu quelques comebacks, mais pas énormément non plus. Euh, et du coup, euh, on a André Chase qui va jeter la serviette afin d'abandonner pour Thea Hale, parce qu'il voit qu'elle est en souffrance, mais qu'elle ne veut pas abandonner. Et mon pronostic, c'était quoi? Mon pronostic, c'était victoire de Tiffany Stratton dans une soumission, où du coup, pas Tiffany, mais Tahale refuserait d'abandonner, et que du coup, il y aurait une victoire par pass out, du coup, que ce soit l'arbitre qui décide de faire abandonner Thea Hale. C'est ce qui arrive dans certains matchs où un catcheur ou une catcheuse ne répond plus dans une soumission, et du coup l'arbitre décide de mettre fin au match. C'était mon pronostic, et globalement, c'est quasiment ce qu'on a eu. Sauf qu'au lieu que ce soit l'arbitre qui décide d'abandonner pour Thea Hale parce qu'elle a pass out, bah, au final, c'est André Chase qui abandonne pour Thea Hale parce qu'il voit qu'elle est trop en souffrance et que ben, elle galère trop dans ce match et qu'elle peut pas gagner. Donc au final, à peu de choses près, mon pronostic était vraiment parfait, même dans l'exécution de la défaite de Thea Hale. Et oui, juste avant de parler du main event, j'ai juste oublié de dire que le match précédent, j'ai mis un 4 sur 5 parce qu'il était vraiment bon. Mais les matchs de soumission, c'est pas trop mon délire, mais ça restait quand même un très bon match. Donc on passe au main event, Carmelo Hayes versus Ilya Dragunov pour le titre de NXT. Donc c'est un bon match. Mon pronostic c'était Carmelo Hayes et j'ai noté que s'est passé pas mal de choses intéressantes. Notamment une belle clothesline après un saut dans les cordes de Carmelo Hayes. J'ai noté aussi Dragunov qui rattrape Melo en l'air pour l'envoyer en arrière dans une sorte de souplex ou je ne sais quoi, ça c'est trop cool. Dragunov va envoyer ses atémis dans le coin à une vitesse, c'était surprenant. Dragunov qui envoie sa super clothesline après le passage dans les cordes comme il fait, ça j'aime beaucoup quand il fait ça. Melo va se prendre un super kick avant d'enchaîner avec son tornado facebuster, j'appelle ça quand il tourne autour là, de son adversaire et qui finit en facebuster, je sais pas comment on appelle ce genre de prise. Carmelo Hayes qui réussit son DDT à l'aveugle après un saut dans les cordes, pareil cette prise je l'adore. Le gros move du match, Carmelo Hayes qui va contrer le coast to coast avec le codebreaker. Alors le coast to coast, au cas où pour ceux qui ne sauraient pas, c'est quand un catcheur, alors souvent on voit ça avec Shane McMahon dans le roster principal, où il monte sur le coin, va dans un coin, et qui part en dropkick sur quelqu'un qui est assis dans un coin opposé, quoi. Et, euh, et voilà, et là c'était génial, le codebreaker pour contrer le coast to coast, c'était vraiment génial. Dragunov va ensuite contrer une descente de la cuisse en powerbomb, ça aussi c'était impressionnant, et va même placer son coup de poing au sol pour tenter de gagner, mais ça ne suffira pas. Carmelo Hayes va contrer sur la troisième corde une souplex en cutter, ça faisait même plus RKO, c'était incroyable. Et ensuite, on a les deux hommes qui vont se placer un kick tous les deux,
Et Carmelo Hayes va se replacer le plus vite avec une descente de la cuisse pour la victoire. En commentaire, j'ai mis que, encore une fois, sans le vouloir, Dragunov a placé le torpedo Moscou sur Trick Williams quasiment à la toute fin du match. Et je l'ai noté 4,5 sur 5 parce que le match était très bon, mais j'ai enlevé 0,5 parce que je me suis quand même ennuyé au début du match. Il a été long à démarrer, et je déconne pas, il a été vraiment long à démarrer. Après, une fois qu'il était démarré et tout, le match était génial. Mais le début, franchement, au début, j'étais dubitatif. Je me suis dit, je me fais chier. Et au bout d'un moment, c'est parti. Ça a pris du rythme, c'est parti dans tous les sens. Et là, j'ai vraiment commencé à kiffer. Donc voilà. On va maintenant pouvoir conclure. Voilà. Donc d'abord avec les previews de la semaine prochaine. Enfin, du coup moins du NXT, du coup qu'on verra nous cette semaine. On a Schism qui va partir en interrogatoire de ces hommes et retirer tous les masques des gens qui leur suivent parce qu'ils soupçonnent les Creed Brothers de s'être cachés parmi eux et d'être la cause de leur défaite la semaine dernière. On aura Jessie Jane contre Lyra Valkyria et Daja contre Eddie Thorpe. Voilà. Et du coup, pour conclure le bilan de ce show plutôt, en soi, on a eu un bon show. On a eu un bon show sur 7 matchs. On a eu un en dessous de, pour moi, en dessous de 3 sur 5. Quand même un sur 7 matchs que j'ai vraiment trouvé moyen, ça va. Ensuite, 3 matchs en dessous de 4 étoiles, dont un à 3,75. Et ensuite, 3 matchs au-dessus de 4 étoiles. Je trouve que c'est quand même un bon show. Dans la globalité, je veux dire même un assez bon show, enfin un très bon show. Je suis assez avare de compliments, hein. Vous vous rendez compte, je pense, au bout d'un moment que voilà. Mais c'est vrai qu'il y a eu des petites déceptions, des petits trucs qui allaient pas, des petits moments où je m'ennuyais. Bon, après, c'est parce que j'ai aussi passé une très très mauvaise nuit. Voilà, parce que j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. J'ai pas, enfin, non, pas vraiment à m'endormir, c'est que je me suis endormi vers minuit, 1 heure. Ensuite, je me suis réveillé à 4 heures et là, j'ai eu beaucoup de mal à me rendormir au point que ça m'énervait. J'ai dû passer 1 heure à tourner en rond dans mon lit et à essayer de me rendormir, c'était horrible. Et ensuite, du coup, au réveil, j'ai regardé le show et du coup, avec ce coup de barre là et certains matchs qui voilà, étaient pas non plus excellents, ben voilà, j'ai un peu cette sensation que le match n'était pas si ouf que ça, enfin le show, alors qu'en vrai, les matchs, je les ai plutôt bien notés, donc voilà. En tout cas, dans la globalité, j'ai quand même bien aimé. C'est pour moi, les matchs dans leur globalité sont quand même mieux que ce que je note les 3 quarts du temps lorsque l'on est dans les PLE du roster principal, à part les matchs de main event qui sont vraiment incroyables. C'est vrai que en général, je trouve que les shows d'NXT ont quand même, dans la majorité, des meilleurs matchs que au roster principal. Mais voilà, il y a quand même des fois des petits défauts. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous m'avez pensé, enfin ce que vous avez pensé de ce show, si vous l'avez aimé ou pas, ce que vous pensez de toutes les victoires et défaites, si vos pronostics étaient bons ou pas. Moi, je crois que j'ai à peu près réussi à pronostiquer la moitié. J'ai Carmelo qui était bon, Tiffany qui était bon, The Family qui était bon, ouais, 3 sur 7, à peu près la moitié. Donc ouais, c'est pas mon meilleur prono celui-là. Je crois qu'il y a un show que j'avais réussi à pronostiquer à 95% ou quasiment 100%. Je sais plus lequel, il y en avait un, j'avais mieux réussi, mais bon, on peut pas être bon partout. Voilà. Sinon, n'hésitez pas à aller checker l'onglet communauté. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée, une bonne soirée. On se retrouve cette semaine avec un épisode de NXT, les pronos de SummerSlam et peut-être également le retour, la review de SummerSlam. Voilà, ce que je crois que SummerSlam c'est dans la nuit de samedi à dimanche. Si je dis pas de bêtises, du coup je pourrais le regarder dimanche et en parler normalement si tout va bien. Voilà. Donc allez, ciao les Anacalypsiens.